Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la phrase dite par un professeur qui vous a le plus marqué. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Je remercie Lina, Mariana Morand, Isabelle Rentler et Mariam Sweetie Girl d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Lina. Vous avez triché, ce n'est pas vous qui avez écrit ça. Classe de seconde, j'étais une des 9 élèves seulement qui étaient passés du collège de quartier HLM de la ville au lycée de centre-ville qui accueillait les enfants des bourgeois, avocats, notaires, médecins et autres notables de la ville. En classe de seconde, il y avait un échange avec une classe allemande et durant cet échange, nous avions pour devoir d'écrire un compte-rendu de nos visites en Allemagne. J'ai donc écrit ce compte-rendu et ma professeure principale, également professeure d'histoire géo, m'a rendu mon devoir noté, la note barrée est divisée par 2. Et c'est la réponse qu'elle m'a faite quand je suis allée lui demander des explications en fin de classe. Sa justification: le vocabulaire est trop riche, vous ne connaissez pas tous ces mots, vous avez dû le faire écrire par quelqu'un d'autre. Et devant mes dénégations indignées, elle a entrepris de me demander les définitions de certains de ces mots. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle croyait, entre autres, que j'ignorais la définition du mot « luxuriant » que j'avais utilisé pour décrire les jardins de la ville jumelle de la mienne. Elle a bien été obligée d'admettre son erreur mais ne s'est pas excusée et j'en ai gardé un profond sentiment d'injustice et de mépris de classe de sa part. Encore plus, quand après le premier conseil de classe, j'ai appris de la bouche de mon petit ami de l'époque, alors délégué, que j'avais obtenu les meilleurs résultats au test d'entrée en seconde, non pas de la classe, mais de tout le lycée. Seulement, cette dame très vieille France pensait qu'une fille d'ouvrier habitant en HLM n'avait aucune chance d'avoir un vocabulaire riche ni d'être plus cultivée que ses enfants de médecins, notaires, avocats auxquels elle était habituée. Alors que ses élèves étaient parmi les plus méprisants envers la culture que j'ai jamais connue, ils se fichaient totalement de tout ce qui n'avait pas de valeur utile, pour leur permettre d'entrer dans les prépas UP qu'ils visaient. Bref, voilà comment j'ai appris le mépris de classe à 15 ans. La réponse suivante est de Mariana Morand. Mi-supervision, mi-visite de courtoisie, en tête-à-tête dans le bureau de mon prof de sciences de l'éducation qui venait de se faire opérer d'une maladie grave, mortelle à très court terme, l'émotion dans la pièce est foudroyante. Il me reçoit, allongé sur le canapé où je m'assois d'habitude, tandis que je suis installée sur sa chaise à lui, celle d'où il me dit des choses si précieuses. Il me fait le cadeau immense d'inverser les rôles, et de me mettre en situation de l'accompagner, lui, dans un moment d'extrême vulnérabilité. Situation que je n'avais pas vraiment les moyens d'interpréter aussi bien à l'époque. Mais il était en train de m'autoriser à être ce que je redoutais tant. Celle qui a les moyens d'intervenir dans la vie de l'autre et qui assume le gracieux pouvoir qui en découle. Je le contiendrai donc aujourd'hui. Lui et sa maladie, lui et sa douleur, lui et ses doutes sur le temps qui lui reste à vivre. Je l'écoute parler de longs moments, pose quelques questions pudiques. Je le trouve terriblement touchant, ce vieux monsieur si brillant, si impressionnant, qui choisit de partager avec moi ce qui fait son humanité la plus nue. Sa peur de mourir. 2 heures de conversation plus tard, il me demande en souriant comment je vais. Pour la première fois, je m'autorise à lui dire alors qu'à cette époque je n'étais pas vraiment réputée pour être à l'aise avec les épanchements relationnels à quel point j'avais été touchée d'apprendre son hospitalisation, que j'ai eu peur que notre relation s'achève aussi brutalement, qu'il m'avait fait beaucoup de bien et que je ne m'y attendais pas, que cela faisait longtemps que je n'attendais plus rien de personne et que je me rendais compte de l'immense chance que j'avais eu d'arriver, par un tel hasard, dans son cours, dans son master, sans savoir ce que j'y trouverais vraiment, et que son enseignement avait changé toute ma vie. Tandis que je parlais, il relevait péniblement le haut de son corps pour se tourner lentement vers moi, les yeux tremblants et graves de celui qui sent à quel point ce qui se joue est important. Il est resté quelques secondes à me regarder, le visage terriblement humain, sans prendre la peine de cacher son trouble, laissant ainsi sa place à l'épiphanie du jour. Puis il a souri, j'ai même cru déceler un petit rien de fierté aussi. Il s'est levé et en me raccompagnant jusqu'à la porte, il a dit, avec une voix très douce: Vous m'avez donné envie de faire de nouveaux projets. Et il m'a foutu dehors avec tendresse, comme on fait dans nos métiers d'experts du transfert, en mettant rapidement une porte entre nous pour ne pas qu'on se chouine dans les bras comme les 2 couillons émus qu'on était. Cette ruse qu'il employait avec moi à cet instant, il en avait parlé en cours. Je savais pourquoi il le faisait. Et il savait que je savais. Bref, on était tous les deux en pleine dégoulinade de miel et il fallait du tiers. Une porte. Il m'a foutu dehors tout doucement, en me disant comment lui, il avait été altéré par notre relation. Et que cette altération lui avait donné envie, alors qu'il était mourant, de vivre plus intensément, de se projeter, d'advenir à autre chose. Il n'aurait rien pu me dire de plus beau que cela, lui qui m'avait si bien appris ce qu'exister voulait vraiment dire. L'opération n'a pas suffi. Il est décédé quelques mois plus tard. Ces nouveaux projets, je n'ai jamais su ce que c'était. On va pouvoir continuer avec la réponse de Isabelle Rentler. Quand tu ne seras plus fleur bleue, tu écriras bien. J'avais 14 ans et j'écrivais des poèmes pour combler le vide de la maison. Je ne les montrais qu'à une seule personne, mon professeur de français. Il m'a donné confiance en moi et j'ai continué à écrire. Je ne suis plus fleur bleue, je ne sais pas si j'écris bien même si j'ai trouvé mon style pour mon plus grand plaisir. Parfois une petite phrase de professeur peut beaucoup changer.
J'ai dit un jour à une élève que devenir fort n'était pas faire des choses faciles mais que se dépasser l'était et quelques années après, elle m'a dit que cela l'avait beaucoup aidé. La réponse suivante est de Mariam Sweetie Girl. En primaire, le professeur de gym avait lancé « Comment fais-tu pour être aussi grosse ?» à ma copine de classe âgée de seulement 12 ans lors des faits. Ma copine était partie en pleurant. Cela s'était produit la veille des vacances de Noël. Lors de la reprise des cours, début janvier, ma copine avait perdu près de 10 kilos. Elle était même devenue plus mince que moi. Celle-ci me confia ne rien avoir mis en bouche lors du repas de Nouvel An avec sa famille. Son état continua à s'aggraver avec un début d'anorexie. Coïncidence heureuse, le prof de gym tomba malade, ou fut exclu de l'école. Mystère, le mois suivant. La fillette recommença à s'alimenter plus sereinement à ce moment-là. Je pense qu'une frayeur s'était installée en elle, vis-à-vis du prof de gym de l'époque. Conclusion. Parole blessante d'un éducateur qui a eu une lourde portée sur le développement de l'enfant. La prof de gym était elle-même en surpoids. Semblerait que le cordonnier soit le plus mal chaussé. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. La vidéo est terminée. Vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.